Carl Gustav Jung écrivait que la conscience succombe avec une facilité déconcertante aux influences de l'inconscient, lesquelles sont souvent plus vraies, plus profondes et plus sages que nos pensées conscientes. Et il ajoutait que, très fréquemment, les motifs inconscients finissent par annuler nos décisions conscientes, surtout dans les domaines vitaux de notre existence, nos relations, notre vocation, notre santé, notre destin. Si on écoute vraiment cette idée, elle devient presque terrifiante. Cela signifie que nous pouvons passer des années à essayer, à planifier, à décider, à rationaliser, tout en étant discrètement contrecarrés par une instance intérieure dont nous n'avons même pas conscience. Comme si, au moment le plus important, lorsque nous pensons enfin prendre notre vie en main, une force invisible se glissait derrière le volant et tournait légèrement la direction ailleurs. Beaucoup de gens font l'expérience de cette étrangeté. Ils élaborent des projets, rêvent de changement, se fixent des objectifs clairs, puis se surprennent à faire exactement le contraire de ce qu'ils avaient décidé. Ils procrastinent. Ils prennent des décisions irrationnelles. Ils laissent passer des opportunités. Ils développent même, parfois, des symptômes physiques qui semblent surgir pile au moment où il faudrait avancer. Fatigue brutale, malaise, tension, maux de tête, crise de stress, comme si le corps lui-même posait un frein. De l'extérieur, cela ressemble à de la faiblesse, de l'indiscipline ou de la paresse. De l'intérieur, cela ressemble à une malédiction. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi j'agis contre moi-même ? Pourquoi, au moment décisif, quelque chose en moi se retourne contre mes propres choix ? C'est cette énigme que Jung a tenté d'éclairer. Pour lui, ce phénomène n'a rien de mystérieux au sens surnaturel. Il est mystérieux parce qu'il se déroule dans une région de la psyché que nous ne regardons jamais, le domaine de l'inconscient, et plus particulièrement ce qu'il a appelé l'ombre. Jung nous invite à imaginer l'ombre comme une sorte de réceptacle psychologique, une zone obscure de notre monde intérieur, située au-delà du faisceau de notre conscience. Ce n'est pas un démon ni un double maléfique, mais un lieu, un endroit où nous stockons tout ce qui, en nous, ne pouvait pas être accepté, montré, assumé. Dès l'enfance, certains de nos traits ne plaisent pas à nos parents. Nos colères, nos larmes, notre sensibilité, notre curiosité, notre sensualité, notre indépendance, notre créativité, voire notre joie, trop bruyante. D'autres aspects ne cadrent pas avec ce que la société attend. On nous dit que ce n'est pas sérieux, pas raisonnable, pas acceptable. Ou encore, la vie nous a appris qu'exprimer certaines parties de nous-mêmes menait à la punition, au rejet, à l'humiliation, au danger. Que fait l'enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte face à cela ? Il apprend, pour survivre, à réprimer, à mettre de côté ce qui dérange, à glisser sous le tapis des impulsions, des besoins, des émotions, des désirs, des forces qui pourtant font partie de lui. Mais les choses ne disparaissent pas parce qu'on refuse de les voir. Nous les déplaçons. Nous les exilons dans ce que Jung appelle l'ombre, les entrailles de la psyché. Nous faisons comme si cela n'existait plus, comme si ce n'était plus nous. Mais ces parts refoulées demeurent vivantes. Et c'est là que commence le problème. Ce que nous refoulons ne devient pas neutre. Au contraire, Jung affirme que ces aspects bannis acquièrent souvent une autonomie encore plus grande. Ils se mettent à agir dans le noir, sans notre supervision consciente. Ils développent leur propre logique, leur propre dynamique et interviennent dans notre vie sans se présenter, sans demander la permission. C'est précisément à ce moment que se déclenche l'autosabotage. Les parties refoulées de la personnalité, ces morceaux de nous-mêmes que nous avons condamnés au silence, se rebellent contre notre moi conscient. Depuis les profondeurs de l'ombre, elles interviennent pour dévier notre trajectoire. Nous croyons qu'il s'agit de malchance, de manque de discipline, d'échecs répétés.
En réalité, quelque chose en nous refuse d'obéir, refuse de suivre un plan qui ne tient pas compte de sa présence. Nous sommes alors, comme le dit Jung, en guerre contre nous-mêmes, mais nous ignorons totalement qui, en nous, nous combat. Nous affrontons un adversaire intérieur qui porte notre visage, mais que nous ne reconnaissons pas. La tentation, face à cela, est de redoubler de contrôle conscient, s'imposer plus de discipline, plus de règles, plus de volonté. Mais pour Jung, cette stratégie est vouée à l'échec si elle ne s'accompagne pas d'un travail beaucoup plus profond. Faire remonter à la conscience ce qui agit dans l'ombre. Non pas en le supprimant davantage, mais en l'intégrant. Avant de pouvoir faire ce travail, il faut corriger un malentendu massif à propos de l'ombre. Beaucoup croient que la shadow, c'est notre côté mauvais, notre face obscure, notre part diabolique. On la réduit à un réservoir de pulsions négatives. Agressivité, jalousie, haine, égoïsme. On l'imagine sous la forme d'une silhouette noircie, menaçante, un double sinistre qui se cacherait derrière nous. Mais Jung insiste, ce n'est pas cela. L'ombre n'est pas seulement ce qu'il y a de mauvais en nous, c'est tout ce qui est refoulé, y compris parfois notre force, notre joie, notre créativité, notre capacité à dire non, notre dignité, notre puissance d'affirmation. L'ombre est donc moins une entité qu'un espace obscur. On pourrait la comparer à un placard fermé, dans lequel on enferme des objets dont on ne veut plus voir la couleur. Une fois dans l'obscurité, ces objets se confondent avec la pénombre, et nous avons l'illusion qu'ils ont disparu. Mais si un jour on entr'ouvre la porte, on découvre que tout est encore là, intact, souvent plus chargé qu'avant. De même, les éléments de notre personnalité que nous déposons dans l'ombre ne sont pas intrinsèquement négatifs. Ils sont simplement couverts de nuit. Ils vivent sans lumière, sans reconnaissance, sans lien avec notre identité consciente. Et c'est cette coupure, cette dissociation qui leur donne un pouvoir étrange. Parce qu'ils ne sont pas intégrés, ils agissent sans nous et parfois contre nous. Jung nous invite donc à modifier radicalement notre regard. Travailler avec l'ombre ne signifie pas se battre contre un monstre intérieur, mais ouvrir le placard, regarder ce qui s'y trouve et accepter que tout ce que nous y avons enfermé, le bon comme le mauvais, nous appartient. C'est seulement à partir de là que nous pouvons commencer à comprendre pourquoi, dans les moments décisifs de notre vie, nous semblons parfois être notre pire ennemi. À présent que l'ombre n'est plus ce monstre caricatural, mais un espace secret de la psyché, Jung nous pousse à aller plus loin. Il nous demande d'envisager que les éléments que nous y avons enfermés ne sont pas de simples traits isolés, comme la colère, l'avidité, la joie ou la timidité. Chaque trait, dit-il, appartient en réalité à un fragment complet de personnalité. C'est une idée vertigineuse. Lorsque nous refoulons quelque chose, nous ne refoulons jamais un concept abstrait. Nous refoulons un morceau entier de nous-mêmes, une mini-personnalité complète, un petit personnage intérieur doté de perspectives, d'émotions, de besoins, de stratégies, de peurs et d'aspirations propres. Autrement dit, l'ombre n'est pas un placard rempli de poussière, c'est une pièce souterraine habitée. Et ses habitants, ces complexes autonomes, comme Jung les appelle, continuent à vivre, à respirer, à ressentir, à vouloir, même si notre conscience refuse de les voir. Ils fonctionnent comme de petites entités psychiques semi-indépendantes, parfois douces, parfois blessées, parfois furieuses, mais toujours actives. Pendant que notre moi conscient dit « je », ces fragments murmurent dans le noir. « Et moi ?» Et lorsque leurs besoins entrent en conflit avec les décisions du moi conscient, c'est là que surgit le chaos intérieur. Résistance inexplicable, sabotage subtil, revirement soudain, fatigue étrange, impulsions irrationnelles, décisions absurdes. Toutes ces choses que nous appelons manque de discipline ou peur du succès. Mais qui, en réalité, sont la voix sourde d'un fragment oublié qui tente d'être entendu.
Pour comprendre cela, imaginons un exemple que Jung aurait adoré analyser. Un homme se voit comme un solitaire. Il a construit toute son identité autour de cette idée. Ne dépendre de personne, vivre loin du bruit du monde, gérer un petit business en ligne depuis une maison perdue au cœur de la nature. Il rêve de liberté absolue, d'autonomie radicale, d'un mode de vie où il n'a plus à interagir avec les autres. Dans son esprit conscient, c'est parfaitement clair. Je suis fait pour être seul. Je n'ai besoin de personne. Pourtant, dans les faits, quelque chose cloche constamment. Chaque fois qu'une opportunité de réaliser son rêve se présente, il la sabote. On lui propose un terrain magnifique et accessible. Il refuse sans raison valable. Son blog attire des milliers de lecteurs. Il arrête soudain de publier, comme frappé par une fatigue mystérieuse. Il a l'occasion de faire grandir son entreprise. Il procrastine, échoue, se détourne, trouve 1000 excuses. Pour son esprit conscient, tout cela est incompréhensible. Il croit vouloir une chose, mais agit comme s'il voulait exactement l'opposé. De l'extérieur, ça ressemble à de la bêtise. De l'intérieur, ça ressemble à un brouillard invisible qui dévie son chemin. Jung nous dirait « Ce n'est pas un brouillard, c'est une présence ». Dans l'ombre de cet homme vit un fragment de personnalité qu'il a banni très tôt. Son besoin de lien humain. Un besoin qu'il jugeait honteux, dangereux ou indigne de lui. Peut-être a-t-il été humilié, rejeté, ignoré. Peut-être a-t-il associé la proximité humaine à la douleur. Alors il a enfermé cette part dans l'ombre, persuadé qu'il serait plus fort sans elle. Sauf que ce fragment n'est pas mort. Il observe, depuis les ténèbres, la vie de son Jyot. Et il comprend quelque chose que le moi conscient refuse de voir. Si l'homme réussit vraiment, s'il gagne suffisamment d'argent, s'il achète sa maison isolée, s'il s'éloigne des autres, alors ce besoin de connexion, que ce fragment représente, sera condamné à mourir de solitude. Alors, la mini-personnalité tapie dans l'ombre se rebelle. Elle sabote, elle bloque, elle provoque des fatigues soudaines, elle invente des excuses, elle fait naître des peurs irrationnelles, elle pousse cet homme à prendre les pires décisions possibles et toujours dans le même sens, l'empêcher d'obtenir une solitude totale. Et ce sabotage n'est pas absurde, il n'est pas irrationnel, il est profondément logique, vu depuis l'ombre. Ce fragment, blessé mais vivant, tente simplement de préserver ce qui lui reste d'oxygène. Quelques contacts humains glanés dans une laverie publique, quelques paroles échangées avec des colocataires, quelques sourires furtifs aperçus dans un café. La personnalité consciente veut l'indépendance absolue. La personnalité cachée veut désespérément la connexion. Elles ne sont pas ennemies, mais elles sont en contradiction totale. Aussi longtemps que le moi conscient ignorera cette part, celle-ci continuera à saboter chaque projet, aussi brillamment qu'un stratège invisible depuis les coulisses de l'âme. Et plus cette part de l'ombre agit sans être reconnue, plus elle devient puissante, car elle agit sans contrepoids. Comme l'écrit l'analyste jungien M. L. von Franz, tout contenu inconscient qui n'est pas intégré finit par dominer la personnalité. Cela signifie que tant que nous ne reconnaissons pas ces fragments refoulés, ils dirigent notre vie à notre place. Ils choisissent pour nous. Ils nous éloignent des chemins qui leur font peur, même si ces chemins sont nécessaires. Ils sapent nos ambitions, surtout celles qui menacent leur territoire. C'est exactement ce que fait l'ombre dans l'exemple de cet homme. Elle mène une guerre silencieuse pour empêcher l'isolement total de se concrétiser. Et tant que cette guerre se déroule dans l'obscurité, le sabotage ne cessera jamais. L'erreur la plus fatale serait de croire que cette part de l'ombre est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, elle est blessée. Elle n'est pas destructrice par nature. Elle détruit parce qu'on l'a abandonnée. Elle n'est pas ennemie. Elle tente désespérément de survivre. Et c'est pourquoi Jung affirme que l'ombre doit être intégrée, non combattue. On ne chasse pas un locataire intérieur, on allume la lumière, on l'écoute,
On reconnaît ce qu'il protège, ce qu'il craint, ce qu'il demande. Car l'ombre n'est pas un adversaire. C'est une part de nous qui attend, parfois depuis des décennies, d'être réintégrée dans la maison. Lorsque nous comprenons que l'ombre n'est pas un monstre, mais une assemblée de fragments intérieurs qui tentent de survivre, la question n'est plus « Comment me débarrasser de mon auto-sabotage ?» mais plutôt « Comment entrer en relation avec ces parties de moi que j'ai bannies pour cesser d'être leur prisonnier ?» Jung répond sans hésiter, en faisant consciemment ce que l'inconscient tente maladroitement de faire dans l'ombre. C'est-à-dire reconnaître, accueillir et intégrer les besoins de ces mini-personnalités qui se battent en secret pour exister. Mais cette tâche, presque sacrée, exige une honnêteté radicale. Il faut être prêt à admettre que ce que nous appelons choix, objectif, plan de vie n'est peut-être que la moitié de la vérité. L'autre moitié se trouve dans les profondeurs de notre être, dans ces fragments qui murmurent depuis des années et que nous avons refusé d'écouter. Dans l'exemple de notre homme solitaire, la solution ne consiste pas à le forcer à poursuivre coûte que coûte son indépendance. Car cette obstination n'est qu'un masque, une tentative du moi conscient pour étouffer encore plus fort la voix de l'ombre. La véritable solution est beaucoup plus subtile et infiniment plus courageuse. Elle consiste pour lui à admettre que son besoin de connexion existe, qu'il est réel, qu'il n'est pas une faiblesse, ni une menace, ni une honte, qu'il est une part de lui qui demande, depuis toujours, un peu de lumière. Cela semble simple, mais dans le monde intérieur, c'est une révolution, car reconnaître un besoin de l'ombre, c'est renverser des années d'identification. L'identification au « je n'ai besoin de personne », au « je suis plus fort seul », au « la solitude me suffit ». C'est avouer que sa vision héroïque de lui-même n'était pas la vérité entière, et que dans les sous-sols de son être, un fragment attendait désespérément d'être entendu. Une fois cette reconnaissance accomplie, quelque chose change. Le sabotage cesse d'être nécessaire. Pourquoi ? Parce que le but du sabotateur n'était jamais de détruire la vie de son hôte. Il cherchait seulement à éviter une mort psychique. Il essayait de préserver un minimum de liens, de chaleur humaine, même au prix de tout gâcher. En intégrant ce besoin dans ses plans, en imaginant un futur où la réussite n'implique pas une solitude totale, mais une indépendance enrichie par la présence d'amis, de communautés, de relations choisies, l'homme ouvre un espace où le fragment refoulé peut respirer sans devoir détruire. C'est ici que Jung pose son verdict le plus profond. L'autosabotage n'est jamais un ennemi. C'est une tentative maladroite de l'âme pour rétablir son équilibre. Un comportement qui contredit nos plans ne signifie pas que nous sommes faibles ou irrationnels. Cela signifie qu'un fragment intérieur souffre et qu'il refuse de disparaître en silence. Le sabotage est une révolte légitime de l'inconscient. Et tant que ce qui est inconscient restera inconscient, nous agirons comme des marionnettes tirées par des fils invisibles. Morin, Steen et d'autres analystes jungiens l'ont répété. Un complexe autonome non reconnu agit comme une force possessive. Il pénètre nos décisions, colore nos émotions, détourne nos intentions, jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'il veut protéger. Ce qui donne l'impression d'une force mystérieuse qui s'empare de nous n'est rien d'autre qu'un fragment oublié qui tente de sauver ce qu'il peut. Jung nous avertit alors d'un paradoxe radical. Plus nous combattons l'ombre, plus elle nous gouverne. Plus nous tentons de la faire taire, plus elle élève la voix. Plus nous voulons la fuir, plus elle contrôle nos pas. La guérison ne peut donc pas être coercitive. Elle doit être une rencontre. Et cette rencontre commence toujours par la même chose. Une lumière allumée dans un endroit où nous n'avions jamais osé regarder. Il faut entrer dans le placard intérieur, ouvrir doucement la porte, observer les silhouettes confuses qui s'y trouvent et reconnaître qu'elles sont nous. Il ne s'agit pas de les approuver toutes, ni de céder à tous leurs désirs, mais de comprendre que,
Rien de ce qui est en nous ne peut être guéri par le déni. Ce que nous nions devient tyrannique. Ce que nous regardons devient transformable. C'est pourquoi Jung affirme que l'intégration de l'ombre n'est pas seulement une solution psychologique, c'est un chemin initiatique. Car intégrer l'ombre, c'est réunir ce qui était divisé, ramener à la maison ce qui avait été exilé, donner un nom à ce qui vivait sans visage, réconcilier la conscience et l'inconscient pour qu'elles ne se fassent plus la guerre. Ce processus, Jung l'appelle individuation. Et il ne s'agit pas de devenir parfait, ni lumineux, ni moralement supérieur. Il s'agit de devenir entier. Une personne entière ne se sabote plus, car rien en elle n'a besoin de saboter quoi que ce soit. Ses fragments sont entendus, ses besoins sont reconnus. Ses forces et faiblesses sont intégrées dans une même architecture intérieure. Le chaos cesse lorsque chaque voix intérieure trouve un lieu légitime. Lorsque le moi cesse d'être un dictateur et devient un meneur d'orchestre. Alors, l'énergie qui alimentait le sabotage devient une énergie disponible pour la création. La peur se transforme en direction. La souffrance devient connaissance. Et les anciennes blessures, lorsqu'elles sont vues et honorées, deviennent des sources de lucidité. C'est pourquoi Jung termine souvent ses réflexions par un appel presque spirituel. Faites en sorte que votre ombre devienne lumière. Sinon, la lumière de votre conscience deviendra ombre. L'ombre n'est pas à tuer. Elle est à traverser. Elle est la porte secrète qui mène à un soi plus vaste, plus vrai, plus libre. Et si nous avons le courage d'y entrer, l'autosabotage cesse d'être un ennemi redouté pour devenir ce qu'il a toujours été. Un message, un appel intérieur. La tentative la plus profonde de notre psyché pour nous conduire vers ce que nous avons évité toute notre vie, mais que nous devons enfin devenir.